Jésus qui revient, 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 Jésus qui revient. Le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui achète toute sa création, il est l'alpha et l'oméga, le jeton de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient, Jésus qui revient, il nous donne la délivrance, c'est en lui nous avons la paix, la grâce indéfallible céleste, Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Dieu Sauveur.
Vous avez parlé du lobby Tanto della lobby gay. homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Io ancora Moi, non ho trovato je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne la cartella qui me donne d'identità sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit Dicono che homosexuel. ce ne sono. On me dit qu'il y en a, Credo che quando uno si trova mais je pense que lorsque quelqu'un una persona est avec une personne comme ça, deve distinguere doit faire la différence, doit distinguer. essere una persona gay, Faire une personne, un homosexuel, fare una lobby. et d'appartenir à un lobby. Le lobby, Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. quello che sta Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends, on ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby de politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Avant de commencer cette revue de presse, je tenais à vous remercier au nom de toute l'équipe de JC2R pour tous vos messages d'encouragement ainsi que pour les dons qu'on a reçus sur Patreon. Tout ce soutien de votre part nous motive vraiment à poursuivre notre travail, donc merci beaucoup. Commençons avec cette information de taille, puisque les États-Unis de Trump viennent d'approuver un budget militaire de 700 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente. Avec ça, ils auraient pu nourrir tous les pauvres du pays pendant au moins 100 ans. Et comme disait un rappeur célèbre que j'aime beaucoup, et qui est parti trop tôt, ils ont de l'argent pour faire la guerre, mais pas pour nourrir les pauvres. C'est exactement ça. Ça devrait aussi faire réfléchir les sceptiques qui pensent qu'une troisième guerre mondiale n'est pas possible, parce que les grandes puissances ne veulent pas se détruire entre elles, etc., etc. Mais là, vous voyez bien que les États-Unis se préparent à cette troisième guerre mondiale, et qu'ils font même tout pour la déclencher. Comme je l'ai déjà expliqué, ils sont en train de perdre leur guerre économique face à la Russie et à la Chine. Donc la guerre, c'est la dernière carte qu'il leur reste à jouer, s'ils ne veulent pas disparaître. Cette augmentation du budget militaire est un signe clair que Washington se prépare à lancer des guerres majeures, appliquant potentiellement des armes nucléaires. Le budget prévoit 200 millions de dollars pour moderniser les installations de lancement nucléaire, 8,5 milliards pour les défenses antimissiles, et 6,4 milliards de dollars pour les sous-marins nucléaires de classe Virginia. Et Trump lui-même a approuvé ce budget lorsqu'il a fait son discours belliqueux aux Nations Unies. Il a dit que ce budget était la preuve que l'armée américaine sera plus forte que jamais. Autrement dit, il est en train de montrer à ses ennemis russes, chinois et iraniens qu'il est prêt à les affronter. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les sceptiques, pour comprendre qu'on se dirige vers un désastre planétaire? Ne vous inquiétez pas pour nos élites. Elles seront bien protégées dans leurs bunkers. Elles regarderont calmement les peuples être sacrifiés pour qu'elles puissent continuer à se goinfrer. Je vais vous lire l'extrait d'un article pour que vous compreniez mieux le plan des Américains, qui consiste tout simplement à déclencher une guerre contre la Russie. À présent, les États-Unis dépensent 3 fois plus sur l'armée que la Chine, plus de 10 fois plus que la Russie, et davantage que les 10 prochaines puissances militaires réunies. À l'initiative du Parti démocrate, on a affiné le budget pour cibler la Russie. Le projet de loi autorise des millions de dollars pour militariser la frontière occidentale de la Russie, y compris 500 millions de dollars pour armer le régime ukrainien et 100 millions de dollars pour dissuader l'agression russe dans les Balkans. Le projet de loi mentionne la Russie 72 fois. Un amendement proposé par la sénatrice démocrate Jen Psaki
interdit à la société russe de sécurité informatique Kaspersky Lab de participer à des appels d'offres lancés par l'État américain. La version du projet de loi de la Chambre comprend un amendement intitulé « Encourager l'unité contre l'agression de la Russie », présenté par la démocrate Carol Shea Porter et coparrainé par 21 représentants démocrates. Cette mesure ouvre la voie à la censure d'Internet au nom de la lutte contre les fausses nouvelles. Donc, dans les semaines à venir, il faudra s'attendre à plus de censure sur les réseaux sociaux. Ils voudront faire taire les gens qui dénoncent justement les plans de cette élite démoniaque. Les élites se rendent bien compte que la vérité fait de plus en plus d'adeptes sur Internet, et ils vont couper les sources d'informations avant qu'elles ne deviennent un vrai problème pour elles. Outre les 60 milliards de dollars pour les guerres en cours en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Pakistan et ailleurs, le projet de loi du Sénat comprend 705 millions de dollars pour les programmes de missiles israéliens, une action visant principalement l'Iran. Avec 700 milliards de dollars aux États-Unis, on pourrait fournir à chaque sans-abri une maison valant 500 000 dollars, couvrir les coûts annuels des soins de 70 millions d'Américains, rembourser la dette de prêts universitaires de 19 millions de jeunes, etc. Donc vous voyez, les sommes mises dans l'armée par les Américains sont colossales. C'est pas de la rigolade, ils vont partir en guerre. Ça fait des mois qu'on le dit. Ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie. Tout le monde savait qu'ils allaient finir par attaquer. Pareil, ils mettaient des sommes énormes dans leur armée. Mais il y avait déjà à cette époque les sceptiques qui ne voulaient pas croire à ce déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, malgré tous les signes qu'ils voyaient. Je dirais que c'est tout simplement humain d'avoir peur et de ne pas vouloir accepter la réalité. Les Russes et les Chinois savent bien évidemment que les Américains veulent cette guerre. Et Sergueï Lavrov vient de dire que selon lui, les Américains n'oseront pas attaquer la Corée du Nord, parce qu'elle possède l'arme nucléaire. Mais que si Trump attaquait quand même, les répercussions de cette guerre seront terribles. Il a affirmé que les pays voisins comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Russie seront eux aussi touchés par une guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc là, il faut lire entre les lignes. Il est en train de dire à Trump, si tu attaques la Corée du Nord, tu déclencheras la Troisième Guerre mondiale. Et indirectement, la Russie menace les États-Unis d'être détruits par une bombe nucléaire, soi-disant lancée par la Corée du Nord. Mais en réalité, ceux qui arment le régime de Pyongyang sont bien les Russes et les Chinois. On n'arrivera jamais à me faire croire que les Nord-Coréens ont pu acquérir un armement aussi sophistiqué en aussi peu de temps. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, les missiles nord-coréens explosaient au décollage, et maintenant ils sont capables d'atteindre un point précis en survolant le Japon. C'est quand même bizarre cette avancée technologique en aussi peu de temps. Donc Sergueï Lavrov a bien fait comprendre à Trump qu'attaquer la Corée du Nord, ce serait comme attaquer la Chine et la Russie. Les conséquences seront terribles. Et en ce moment, la situation est en suspens. On attend de voir ce que va faire Trump, s'il va prendre les menaces des Russes et des Chinois au sérieux ou non. Du coup, tous les regards se tournent à nouveau vers le Moyen-Orient, où l'élite mondialiste poursuit sa stratégie du chaos. Les mondialistes jouent maintenant la carte de l'indépendance du Kurdistan, qui affaiblira des pays comme l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Le Kurdistan, s'il venait à être créé, prendra des territoires de tous ces pays-là. Bien sûr, les Turcs, les Syriens et les Iraniens vont refuser de céder des parties de leur territoire pour créer le Kurdistan, ce qui amènera de nouvelles tensions et de nouvelles guerres dans la région. La défense de ce Kurdistan sera une excuse qui permettra aux troupes de l'OTAN de renforcer leur présence au Moyen-Orient. Lundi dernier, il y a eu un vote en Irak et 90% des 3,3 millions de votants se sont déclarés favorables à l'indépendance du Kurdistan irakien. Donc voilà, c'est pratiquement fait pour l'Irak. Et ensuite, ce Kurdistan réclamera son indépendance en Syrie, en Iran et en Turquie. Juste après ce référendum, Erdogan a fait savoir qu'il ne reconnaîtra jamais le Kurdistan d'Irak. Et en même temps, c'est logique, car s'il le fait, il devra aussi reconnaître l'indépendance des Kurdes en Turquie. Il est même allé plus loin en promettant la famine aux Kurdes. Tout sera fini quand nous fermerons les robinets à hydrocarbures, a-t-il encore prévenu, faisant référence au pipeline qui permet au Kurdistan d'exporter son or noir, via le territoire turc. Tous leurs revenus s'évanouiront, et ils n'auront plus de nourriture quand nos camions s'arrêteront à la frontière avec le nord de l'Irak, a-t-il asséné. Si le gouvernement régional kurde ne revient pas sur cette erreur aussi vite que possible, il restera dans l'histoire avec la honte d'avoir entraîné la région dans une guerre ethnique et sectaire, a encore prophétisé Erdogan. Il a même dit aux Kurdes d'Irak que le drapeau israélien ne les sauvera pas. Erdogan sait donc que les Américains et les Israéliens veulent déstabiliser des pays souverains comme la Turquie et l'Iran en créant ce Kurdistan irakien, et il est prêt à entrer en guerre pour défendre son pays.
Il n'a pas peur d'Israël ni des États-Unis. En parlant d'Israël, vous avez bien sûr le fauteur de guerre bien connu, Bernard-Henri Lévy, qui soutient la création du Kurdistan, comme par hasard. Ce sataniste avait soutenu l'intervention, ou plutôt devrais-je dire l'assassinat de Kadhafi, qui avait ensuite plongé la Libye dans le chaos. Il s'était même fait le porte-parole du gouvernement français de l'époque, pour justifier cette guerre. Il travaille bien entendu pour la création de ce nouvel ordre mondial, en prétendant défendre la démocratie et Israël. Mais en réalité, il est prêt à sacrifier le peuple juif dans une guerre sanglante pour que le gouvernement mondial puisse naître. Erdogan, pour faire face à cette menace occidentale, a donc décidé de se rapprocher de Poutine, qui était auparavant son ennemi. Il vient de le rencontrer pour confirmer l'alliance de la Turquie avec la Russie et l'Iran. On voit donc cette grande guerre qui est en train de se dessiner au Moyen-Orient, avec d'un côté les États-Unis, l'Europe et Israël, face à la Russie, la Turquie, l'Iran et la Chine, qui devraient elles aussi envoyer des troupes pour soutenir ses alliés en cas de guerre. Il y a aussi deux informations très chaudes qui montrent bien qu'on est tout proche d'une guerre de grande ampleur. La première information est cet avion israélien qui a été abattu par l'armée syrienne. En effet, l'armée israélienne a attaqué plusieurs cibles près de l'aéroport de Damas, et c'est à ce moment-là que l'avion a été abattu par la DCA syrienne. Donc là, on n'est plus dans la parlotte. On commence vraiment à avoir des affrontements directs entre les deux camps. L'autre information extrêmement importante est ce général russe qui est mort au combat en Syrie. Il a été tué par un tir de mortier près de Deir ez-Zor. D'après les médias officiels, ce général russe a été tué par l'État islamique, mais les militaires, eux, ont une autre version. Ils affirment en effet que les Américains auraient fourni les coordonnées de localisation exacte du général russe et de son escorte. Autrement dit, le général Azapov a été visé par les forces spéciales US, qui fournissent un soutien logistique à l'État islamique. C'est extrêmement grave, je veux dire, on a eu des guerres qui se sont déclenchées pour moins que ça. Les Russes pourraient tout à fait attaquer l'armée américaine en représailles. Et ils viennent d'ailleurs d'apporter la preuve, avec des photos satellites à l'appui, que les Américains et les terroristes de Daesh sont en train de coopérer en Syrie. Sur ces photos, on voit des Hummers de l'armée américaine se balader tranquillement dans une base de Daesh, sans être inquiétés. Il n'y a aucune trace d'affrontement. Et c'est bien normal, puisque les terroristes de Daesh sont en réalité des mercenaires payés et armés par le gouvernement américain. Vous avez maintenant les preuves que les États-Unis et leurs alliés israéliens font tout pour provoquer une guerre avec la Russie. L'élite satanique qui contrôle les États-Unis et Israël menace même Poutine de mort. Oui, carrément. La ministre israélienne de la Justice, cette tarée qui avait préconisé l'extermination des mères palestiniennes et de leurs enfants, vient en effet d'affirmer que si Poutine veut survivre, il vaut mieux pour lui de faire ce qu'Israël lui dit. On ne peut pas faire plus clair comme menace. L'élite satanique va tenter d'assassiner Poutine s'il ne se soumet pas au nouvel ordre mondial. Et le meurtre du général Azapov était un dernier avertissement. Si Vladimir Poutine venait à être assassiné, cela provoquerait de grands troubles politiques en Russie, car bien entendu, l'élite mondialiste ferait passer cet assassinat pour un assassinat politique. Ce sont des experts dans ce domaine. Un début de guerre civile en Russie permettrait aussi aux mondialistes de retourner la situation au Moyen-Orient. Ces paroles de la sorcière israélienne ne sont donc pas anodines. La situation s'envenime aussi au Venezuela, où Maduro a répondu aux menaces de Trump, qui envisage d'intervenir militairement pour le renverser. Le président vénézuélien a déclaré que ses forces armées sont prêtes à affronter les États-Unis, qu'il a carrément appelé l'empire le plus criminel de l'humanité. Là encore, ça sent bon la paix. Autre information que j'ai notée et qui peut avoir son importance, c'est la FEMA, qui a mené un test grandeur nature le 27 septembre dernier. Pour ceux qui ne savent pas, la FEMA est un organisme gouvernemental américain qui gère les secours lors de grandes catastrophes. C'est la FEMA qui a par exemple géré les secours lors du 11 septembre, et des vidéos récentes montrent aussi que la FEMA a fait construire des centaines de milliers de cercueils en plastique, comme si les autorités américaines s'attendaient à ce que quelque chose de grave arrive dans le pays. Alors c'est vrai que la FEMA fait régulièrement des tests d'alerte, tous les 2 ans à peu près. Mais celui-ci intervient alors qu'on n'a jamais été aussi proche d'une guerre entre les grandes puissances. Je me dis que ce n'est peut-être pas un hasard. Et n'oubliez pas que depuis l'arrivée de Trump, les tensions ont monté entre les différentes communautés, si bien que les États-Unis sont au bord de la guerre civile. Il ne faudrait pas grand-chose pour la déclencher. Parlons maintenant de ce qui se passe en France et en Europe. On en parle très peu en ce moment, mais l'immigration illégale se poursuit. Chaque jour, des centaines d'étrangers entrent en France avec le silence complice des médias et du gouvernement. Rien qu'en Moselle, l'hébergement des migrants a coûté plus de 21 millions d'euros en 2016. Les Français payent donc pour se faire envahir, c'est magnifique.
Après, il ne faut pas non plus tomber dans la haine des immigrés. La grande majorité d'entre eux sont des victimes, tout comme nous. Comme je l'ai déjà dit, cette immigration de masse est organisée par nos élites, afin de tuer les nations européennes. Ce métissage forcé produira dans le futur le peuple esclave du nouvel ordre mondial. Et dans l'immédiat, tous ces immigrés servent aussi de main-d'œuvre pas chère à ces enfoirés de patrons de multinationales, qui cherchent toujours à faire plus de profit. Même si parmi ces immigrés il y a des personnes dangereuses, comme des terroristes de Daesh par exemple, nos vrais ennemis restent nos dirigeants. La preuve en est avec Jacques Attali, l'un des cerveaux du nouvel ordre mondial, qui a déclaré tout récemment qu'il fallait mettre des réfugiés dans les villages, histoire d'accélérer un peu plus l'extinction du peuple français. L'insécurité qui règne aujourd'hui dans les grandes villes, à cause de l'immigration, arrivera bientôt dans nos campagnes. On n'aura plus un seul endroit où se replier. Les propos de Jacques Attali rejoignent ceux du pape, qui lui veut rapprocher les migrants des communautés locales. Il a déclaré, je cite, « Les bras ouverts, il faut accueillir exactement comme ça, avec les bras ouverts. » Ben voyons. Là on pourrait croire qu'il dit ça par charité chrétienne, mais en réalité ce pape sert bien les intérêts du nouvel ordre mondial. On ne compte plus ses discours, il se prononce en faveur de l'immigration de masse. Et puis on a envie de lui dire, montre l'exemple, papou. Fais entrer plein d'immigrés dans ton palais doré. Et avec les bras grands ouverts, hein, n'oublie pas. On enchaîne maintenant avec cette députée de la France insoumise, qui elle aussi déteste la France, et ses valeurs chrétiennes. Daniel Obono, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, s'est opposé à la loi antiterroriste, en citant la Bible. Elle a que ça à foutre. Pour elle, on incrimine trop souvent l'islam et les mosquées, et elle a voulu démontrer qu'en gros la Bible était aussi violente que le Coran, et que par conséquent il fallait aussi surveiller les églises. Cette dame est malhonnête, car il est facile de faire dire ce qu'on veut à la Bible en sortant un passage de son contexte. Et si elle était un peu mieux renseignée, elle saurait que les chrétiens ne suivent plus l'Ancien Testament, mais le Nouveau, où Jésus nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Bref, elle a surtout oublié de dire que les attentats sont commis la plupart du temps par des terroristes islamistes, et non par des chrétiens ou des juifs. Il faut foutre en tôle tous ces imams prêcheurs de haine qui viennent d'Arabie Saoudite, qui retournent le cerveau de nos jeunes. Ce sont eux le vrai problème, et non pas le Coran ou la Bible. Mais bon, quand on est dans un parti qui soutient l'immigration de masse, on évite bien sûr de parler de tous ces terroristes et prêcheurs de haine qui entrent sur notre territoire sans être contrôlés. Ces gauchias sont de vrais hypocrites. On pourrait aussi parler de son chef Merluchon, qui est un faux opposant fabriqué par le système. Il est juste là pour remplacer le FN. Ce mec est un franc-maçon, c'est le Tsipras français. Il dit défendre le peuple, mais dès qu'il en aura l'occasion, il lui plantera un couteau dans le dos. Le pire, c'est que beaucoup de gens, comme d'habitude, se font avoir par ces beaux discours. Bref, les moutons resteront des moutons. La mascarade démocratique a encore de beaux jours devant elle. Pour en revenir à ce projet de loi antiterroriste, 2 rapporteurs de l'ONU, qui ont fait leur travail correctement pour une fois, se sont plaints de la dérive autoritaire du gouvernement Macron. En effet, selon eux, cette loi pose des problèmes sérieux en matière de respect des droits de l'homme. Ils ont voulu insister sur la définition du terrorisme, qui est vague dans cette loi, ce qui veut dire qu'un grand nombre de personnes pourraient être arrêtées alors qu'elles n'ont rien à voir avec le terrorisme, comme des opposants politiques, par exemple. Ils craignent, je cite, une incidence néfaste de la loi sur l'exercice du droit à la liberté et à la sécurité personnelle, du droit d'accès à la justice, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, la liberté d'expression et la liberté de religion ou de conviction. Voilà, et cette information vient de rapporteurs de l'ONU, donc c'est sérieux quand même. Si même eux ont peur de cette loi, c'est que Macron va beaucoup trop loin. La France avec cette loi va officiellement devenir une dictature. Tous ceux qui s'opposeront à la bien-pensance mondialiste finiront en tôle. Donc tous les gens comme moi qui osent s'exprimer librement sur YouTube ou ailleurs, eh ben bientôt ce sera fini. Vous n'aurez plus que BFM et France 2 pour vous informer. Jupiter Macron a bien l'intention de museler la vraie opposition, celle du peuple. Lors de son discours à la Sorbonne, il a réaffirmé son désir de faire de la France une simple région du grand empire européen qu'il est en train de construire avec Merkel. Pour ça, ils ont prévu de créer une armée européenne avec un budget commun. Bref, Macron a été mis au pouvoir par les Rothschild pour détruire ce qui restait de la souveraineté à la France afin de renforcer l'Union européenne. Et vous avez un exemple concret de ce démantèlement de la France par Macron, avec la vente d'Alstom, un des derniers fleurons de l'industrie française. Pour rappel, le TGV français, qui est construit par Alstom, vient donc de passer sous contrôle allemand. Merci beaucoup, monsieur Macron. C'est ce qui s'appelle de la haute trahison.
On pourrait aussi parler des chantiers navals de l'Atlantique qui ont été cédés aux Italiens. Ces chantiers, je le rappelle, servaient aussi à construire des porte-avions français. Au final, que reste-t-il à la France? Plus grand-chose. Ce Macron Rothschild est en train de dépouiller le pays pour en faire une région pauvre de la future Europe fédérale. Comme le dit si bien François Asselineau, dont j'apprécie beaucoup les analyses, c'est la fin de la France industrielle, comme en témoignent ces cartes qui comparent l'activité industrielle de la France de 1968 à celle de 2008. Ça se passe de commentaires. Donc l'élite mondialiste, représentée par Macron, est en train de détruire la France, et ils font la même chose avec l'Espagne, avec ce fameux référendum sur l'indépendance de la Catalogne, qui va couper le pays en deux. Le but étant bien sûr de tuer les nations en créant des eurorégions, qui intégreront la future Europe fédérale. Ce qui se passe aujourd'hui en Espagne arrivera demain en France, où on pourrait voir la Corse, la Bretagne et d'autres régions demander leur indépendance. Tout ça fait partie d'un plan de l'élite mondialiste, qui existe depuis longtemps. Nos élites sont en train de mettre à mort des nations millénaires comme la France et l'Espagne. Macron, notre monarque jupitérien, a pour ambition de devenir le président de cette future Europe fédérale. Et pour y parvenir, il n'hésitera pas à sacrifier la France. Je voudrais terminer cette revue de presse par ce fait divers qui a beaucoup fait parler de lui, malheureusement. En effet, une fillette de 11 ans a eu soi-disant une relation sexuelle avec un homme de 28 ans. Mais pourtant le parquet n'a pas poursuivi cet homme pour viol. En effet, le juge considère que l'enfant était consentant. Donc l'homme de 28 ans risquera au maximum 5 ans de prison au lieu de 20. Mais le plus choquant là-dedans, c'est qu'on essaye de nous faire croire qu'une enfant de 11 ans puisse être assez mature pour décider d'elle-même, sans être contrainte d'avoir une relation sexuelle avec un homme. C'est tout simplement monstrueux. Cette fillette a clairement été manipulée par un homme pervers et malade qui a profité de sa faiblesse et de son innocence. Il n'y a pas de consentement là-dedans. D'ailleurs, les parents sont scandalisés par la décision du juge, car leur fille est complètement traumatisée par ce qu'elle a vécu. Et disons-le haut et fort, elle a été violée. Un homme ne peut pas avoir une relation sexuelle avec un enfant, point barre. Le rôle d'un adulte, c'est de protéger l'enfant, pas de profiter de lui. Quelqu'un de sain d'esprit ne peut pas porter ses désirs sur une fillette. Le pire, c'est que ces décisions pourraient faire jurisprudence, et d'autres pédophiles pourraient s'en sortir de cette manière. Quel monde de tarés. Mais bien sûr, tout ça est organisé par nos élites, qui veulent à terme légaliser la pédophilie, et ça commence par ce genre de décision, où un viol devient une simple relation sexuelle consentie. Et si elle est consentie, bientôt elle ne sera plus condamnée. Cette affaire est très grave, car elle prouve encore une fois que nos enfants sont des proies pour les psychopathes qui nous dirigent. Le but de cette élite satanique est de pervertir au maximum l'être humain, afin d'en faire un être vide, sans morale ni valeur. Cet homme pervers qui ne vivra que pour satisfaire ses plus bas instincts sera l'esclave parfait du nouvel ordre mondial à venir. Que Dieu vous protège. Comment peut-on imaginer dans la tête d'un être humain, peut-être même en tant que parent, qu'une enfant de 11 ans puisse être consentante pour un acte sexuel avec un homme de 28 ans. C'est-à-dire que la différence d'âge est énorme et que donc il y a presque une incapacité d'une relation sexuelle et que cette relation sexuelle est bien un viol. Nous ne savons pas, et c'est aussi un de nos soucis à la voix de l'enfant, c'est de voir aussi comment cet enfant va être pris en charge psychologiquement, aussi du fait de l'ampleur médiatique que prend l'affaire, et puis surtout la protéger.